Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Alors tout le monde le sait, se loger est une nécessité, mais quelles alternatives avons-nous sur la table entre locataires et propriétaires ? Une réponse sur le territoire métropolitain, basée sur l'idée de coopérer pour habiter, est en voie de se concrétiser. Concrètement, ces futurs copropriétaires seront collectivement propriétaires d'un parc de logements. Chacun aura un toit d'usage exclusif de son logement et tous et toutes participeront aux prises de décision et à la vie coopérative. Quelles sont leurs motivations ? Sur le plateau, 3 personnes, 3 parcours pour nous partager ce souhait de choisir une troisième voie entre locataires et propriétaires. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. 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 Claire Schiffman, vous êtes actuellement locataire et vous avez une expérience précédente, le collectif d'habitat partagé Les Petits Pas. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Oui, alors j'ai d'abord été propriétaire aussi et j'ai découvert que quand on est propriétaire et qu'on revend, parfois on repart beaucoup moins riche qu'avant d'avoir acheté. Et c'était déjà un premier questionnement sur le rapport au logement, le rapport, effectivement, comme vous l'avez dit, à deux seuls choix qu'on nous raconte depuis toujours entre locataires et propriétaires. Et ça m'a amené à me questionner et à découvrir la notion d'habitat participatif quand je suis arrivée à Lyon il y a un peu plus de 10 ans. Ça me semblait intéressant parce qu'effectivement, ça proposait cette fameuse troisième voie. Et après quelques années de découverte, de recherche, il se trouve que j'ai réussi, avec d'autres personnes, à monter un collectif. Et on s'est manifesté comme étant intéressés pour trouver un habitat participatif. Et on s'est trouvé un premier nom avant de trouver un lieu qui était Les Petits Pas. Même si, en fait, réfléchir à un habitat participatif, c'est plutôt un énorme pas à faire. On a réfléchi à ça pendant 3 ans. C'était une belle aventure humaine. On a exploré les alentours de Lyon. Parce que notre souhait, c'était de trouver un lieu à peu près à 1 heure de Lyon, proche d'une gare. Et puis au bout de 3 ans d'aventure, on était une bonne dizaine de personnes par moment, et ben on s'est rendu compte tout simplement qu'on n'avait pas les moyens d'acheter ce qu'on voulait. Même si on se mettait à plusieurs, même si certains d'entre nous étaient propriétaires, ben, ils n'étaient pas propriétaires d'un logement suffisamment grand pour qu'on ait un apport suffisant pour acheter ensemble. Et donc on a fait le choix d'arrêter, parce que chercher quelque chose qu'on ne trouverait jamais, ça ne semblait pas intéressant. Et c'était un peu un regret, évidemment, parce qu'on aurait voulu que ça marche, et ça marche, l'habitat participatif, pour plein de personnes. Mais bon, là, ce collectif-là, c'était pas le bon moment, et il fallait passer à autre chose. Et c'est juste après que j'ai découvert Copropriétaire, qui me permettait d'avoir une nouvelle aventure qui s'offrait à moi. Ok, donc ça ne vous a pas déçu, ça ne vous a pas empêché de reprendre l'aventure? Non, pas du tout, parce que c'est une aventure humaine avant tout. Donc les 3 années qu'on a partagées à chercher ensemble, à se questionner sur comment on allait habiter ensemble, dans un habitat participatif, il y a quand même toute la dimension vie commune, vie privée. Qu'est-ce qu'on veut partager, comment on veut fonctionner, à quel rythme on va se réunir. Donc tout ça, on l'a réfléchi ensemble avant d'avoir le lieu, et c'était drôlement intéressant. Et puis accessoirement, j'ai appris aussi ce que c'était qu'une SCI, une SIC. Enfin voilà, j'ai aussi découvert quelques connaissances juridiques, financières, et donc c'était forcément très intéressant. Nicolas Frérot, vous êtes un militant de longue date du milieu coopératif, à titre professionnel et aussi à titre privé, c'est un engagement. Et votre souhait est de positionner une partie des parts sociales de votre appartement, puisque vous êtes propriétaire d'un logement, au sein de copropriétaires, et une autre partie versée au capital d'une autre coopérative. Oui, tout à fait. Donc c'est effectivement un engagement de vie, une façon de voir les choses. Alors je suis propriétaire, pas vraiment subi, mais un peu quand même. C'est-à-dire que j'étais locataire d'un appartement que le propriétaire a voulu vendre et j'ai préféré l'acheter. C'était un petit appartement, j'y habite encore et mon souhait c'est plus la propriété collective. Et donc ça a été évoqué sur Habitat Participatif. Moi je suis dans un groupe de coopératifs d'habitants et il s'avère que l'immeuble va être construit en face à Oulin, sur le quartier de la Saulaie. Et pour intégrer ce type de projet, il faut quand même amener de l'argent. Et j'ai pas suffisamment d'argent, donc je vais revendre mon appartement pour avoir un peu d'argent. Mais revendre mon appartement, ça veut dire le mettre sur le marché. Qui dit sur le marché, dit encourager ou participer, on va dire, à l'élévation du coût de revente des appartements. Donc j'ai cherché différentes alternatives, comme le mettre à disposition d'une association ou autre.
et copropriétaire est là. Je connais le réseau des coopératives d'habitants sur la métropole, j'avais entendu parler, donc je me suis renseigné. Et la possibilité en fait d'amener cet appartement à copropriétaire, je trouve intéressante pour plusieurs raisons. Parce que pour copropriétaire, c'est quand même un premier pas assez facile, parce que je leur amène l'appartement sans forcément leur vendre, en tout cas pas intégralement. Pour moi, je peux rester locataire de mon appartement tant que la coopérative n'est pas construite, donc je suis assez confortable, je n'ai pas à rechercher un appartement. Et puis à terme, j'aurai un petit capital que je pourrai amener dans la future coopérative d'habitants, qui me permettra d'emménager dans cet immeuble. Et mon appartement qui ne m'appartiendra plus directement, qui appartiendra à copropriétaire, sera mis à disposition de quelqu'un d'autre. Et je pourrais garder aussi des parts sociales d'un copropriétaire pour soutenir le projet. Donc je trouve que c'est à la fois intéressant pour moi à titre individuel et pour copropriétaire et de manière générale pour les personnes, pour les aider à se loger. Puisque l'idée c'est aussi que les loyers redevances de copropriétaires soient pas trop élevés. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je participe à ce projet. Pour que durablement les gens n'aient pas des loyers qui augmentent tous les ans de manière croissante. Enfin pour l'instant. Depuis 25 ans, on ne sait pas. Sandrine Giraud, vous êtes aujourd'hui locataire avec 2 enfants, j'espère que je ne dis pas de bêtises, et vous travaillez pour un syndic de copropriété. C'est ça. Et vous êtes aussi une des 3 motivées pour l'opération dont on parle aujourd'hui. Oui. Et donc, cet écart entre ce syndic de copropriété que vous connaissez forcément, puisque vous y travaillez, donc vous connaissez parfaitement le fonctionnement, et votre désir de passer, d'entrer dans cette 3e voie dont je parlais tout à l'heure, comment cet écart s'était creusé ? Alors en fait, mon propriétaire m'a proposé le logement à la vente, savoir si j'étais intéressée, sans pour autant me délivrer un congé pour vente. Et du coup, j'avais donc entendu parler de copropriétaire, j'ai trouvé ça intéressant, donc j'ai voulu participer à une réunion publique pour voir ce qu'il en était, et je me suis dit qu'effectivement ce serait certainement mieux, parce que de toute façon l'appartement étant maman solo avec 2 enfants, je ne pouvais pas me permettre de l'acheter, et je me suis dit que c'était un système plutôt intéressant, et que je pouvais en plus apporter mes compétences professionnelles au niveau de copropriétaire. Merci tous les 3. On a parlé, on a commencé à évoquer l'aspect financier de cette affaire, et j'aimerais qu'on parle, parce qu'il y a un engagement quand même dans cette question de collective, cette aventure collective qui est une gouvernance quand même partagée, en tout cas une participation collective au projet. Et qu'en est-il chacun de cette question-là ? Claire. Moi, ce qui m'intéresse justement, c'est que cette participation collective, elle est réfléchie, elle est organisée. Pour avoir été copropriétaire, et certains le sont parmi nous dans la salle, une réunion, une AG de copropriété, c'est à celui qui a l'appartement le plus de tantièmes, qui a le plus de voix, et puis c'est à ceux qui ils peuvent imposer leur point de vue à ceux qui en ont moins. Là, les règles du jeu vont être complètement différentes, parce qu'effectivement, tout va être mis sous la table, et c'est une personne, une voix. Ça change quand même drôlement la règle du jeu, je trouve. Oui. Peut-être, Nicolas ? Alors moi, je baigne un peu dans ce genre de choses. Donc aussi professionnel, on est 4 associés d'une SCOP, qu'en milieu associatif, qu'au sein de l'association Abicopora, coopérative d'immeubles. Voilà. Donc c'est vraiment cette volonté de partager, de faire collectivement, d'avoir ce qu'on dit une gouvernance horizontale, où il n'y a pas théoriquement de prise de pouvoir par l'argent, mais plus par les échanges, les discussions, qu'on arrive à trouver justement des solutions en discutant et pas en criant ou en se tapant dessus. Et c'est pas le plus riche qui a forcément le dernier mot, donc ça c'est intéressant. Oui, merci. Et peut-être Sandrine ? Alors moi j'étais un peu du même avis que Claire. Le pouvoir de décision, en fait, c'est effectivement pas ceux qui ont les plus gros tantièmes qui décident de tout en fait dans la copropriété. Mais parce que c'est quand même un grand changement de paradigme, bien que dans l'histoire, il y a eu d'autres expériences. C'est-à-dire que c'est une différence qu'on soit locataire ou propriétaire. On est d'une certaine manière plutôt consommateur de cette question du logement. Donc là, on devient complètement intégré à la question de la réflexion collective et des décisions à prendre. Et donc, c'est quand même quelque chose de très différent. C'est quand même une forme d'engagement, pas simplement du temps, mais c'est un engagement. Et donc, vous pensez tenir la distance sur le temps de cet engagement ?
Oui, Claire. je le souhaite, mais Ouais. c'est aussi se dire qu'on ne sera pas tout seul, parce que finalement, une AG si on reprend l'idée de l'AG de copropriété, on a envie de, je sais pas, je donne un exemple, d'agrandir le local vélo, et puis on est le seul ou quelques-uns à porter cette voix, et on sent qu'on n'est pas entendu, c'est difficile, parfois même de prendre la parole, tout simplement, en AG. Là, la différence, c'est que les questions seront partagées, même si on n'habitera pas dans les mêmes endroits, que les appartements seront dans différents endroits de la métropole de Lyon. On pourra partager nos difficultés dans les différentes copropriétés, éventuellement, les enjeux de rénovation écologique, le statut de copropriétaire. Donc tout ça, plutôt que de le vivre seul, chacun dans son coin, on va pouvoir le partager. Donc on dit souvent que tout seul, on va plus vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. Donc oui, j'espère que ça durera longtemps et qu'on ira beaucoup plus loin. Nicolas, peut-être? Oui, bah c'est comme un marathon, c'est une question d'entraînement. On pratique tout doucement, on apprend, on s'éveille à différentes façons de faire, des façons nouvelles pour certaines personnes. Et on se rend compte que finalement, on n'est pas tout seul. Donc, quand on a des coups de mou, il y a d'autres personnes pour aider. Si on fait trop de choses, c'est pas que les autres font moins, c'est peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire autant. Et qu'on trouve un équilibre et une façon d'échanger pour continuer à avancer et tenir très 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 longtemps. Oui. Non, non, et qu'on comprenne bien, parce que peut-être que nos auditeurs connaissent pas tous évidemment ce projet, cette différence entre cette aventure copropriétaire, dont vous l'avez dit, il y a des logements différents installés dans la métropole de Lyon, hein. Donc c'est pas du tout comme un projet d'habitat partagé. Hein, on connaît où là vous avez un immeuble sur lequel les copropriétaires, d'une certaine manière, décident de mettre en commun un certain nombre d'espaces partagés pour un certain nombre d'activités, quelles qu'elles soient. Et là, c'est complètement différent. Claire? Oui, tout à fait. L'espace partagé, il sera plus dans les rencontres, dans les échanges, que dans un lieu. Peut-être d'ailleurs qu'on louera des lieux aussi chouettes que celui où on est ce soir, comme le fait tout, pour se rencontrer. Mais il ne sera pas dans une salle des fêtes commune, par exemple, ou une laverie commune. Mais il sera plus de l'ordre de l'entraide aussi, peut-être pour déménager, pour faire des travaux. Tout est à imaginer aussi ensemble. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette aventure collective, elle commence déjà, même avant que les premiers logements soient achetés, sur tout ce qu'on peut imaginer et faire ensemble. Et alors justement, qu'est-ce qui a été imaginé? Quels sont peut-être les points saillants des différentes réunions que auxquelles vous avez participé sur cette question de ce qui pourrait être partagé au-delà de l'aspect de la gouvernance, hein. Parce que ça, on a bien compris, un homme, une femme, une voix, ça on le sait. Mais est-ce qu'il y a eu des points saillants sur cette question du partage? Oui. En fait, les premières réunions, elles sont consacrées à bien comprendre. Parce qu'avant de c'est une nouvelle voie, comme on le dit tous. Et donc forcément, c'est l'inconnu. Et avant de se lancer, il faut comprendre dans quoi on s'engage. Ça semble la moindre des choses. Donc il faut ce temps-là de maturation, de réflexion, pour comprendre les enjeux financiers, juridiques, à quelles conditions je partirai, si jamais je souhaite partir, parce que par exemple, si on a une mutation professionnelle et qu'on veut aller ailleurs, comment ça se passe? Donc en ce moment, quand on se rend compte, c'est surtout ça les premières questions. Parce qu'avant de pouvoir signer et se lancer, il faut être bien conscient de ce en quoi on s'engage. Et justement, en fait, c'est comme si vous aviez participé finalement à une énorme résidence d'acculturation commune, à tous les rouages qui composent, qui jalonnent plutôt le processus de ce projet en réalité. Et comment vous avez entendu parler comment cette information vous est arrivée? Comment vous avez eu connaissance de ce projet? Alors moi, c'est tout simplement mon ancien compagnon qui m'en a parlé. Donc après, je me suis renseignée et j'ai fait une réunion publique pour voir exactement ce que c'était et quels étaient les enjeux. D'accord. Et après, j'ai proposé mon aide. Ok, très bien. Oui, puisque vous aviez une expertise en tant que travailleuse dans un syndic de copropriété. Nicolas, peut-être, comment vous avez entendu parler de copropriété? Alors moi, il y a deux manières. C'est que bénévolement, on s'était questionné avec une association sur comment lutter contre l'habitat indigne en mettant en coopérative des appartements pour les réhabiliter, les remettre en état. C'était une réflexion, une idée. On se disait que ça ne se fera jamais, mais pourquoi pas? C'était une proposition. Et puis, Yannick Lecomte, qui a parlé tout à l'heure, était bénévole dans une autre association où j'étais bénévole. Et on a discuté à un moment et il me disait qu'il s'engageait là-dedans. Et donc, je suis allé à une réunion publique au Clameur où on a discuté, j'ai pris connaissance des choses. Et c'est là que le cheminement a fait, pour moi, mais aussi pour d'autres personnes des coopératives, en me disant, mais c'est une réponse à cette question de comment continuer à
garder nos valeurs de non-spéculation, de logement durablement abordable, tout en revendant notre appartement pour pouvoir faire ce genre de choses. Alors moi, c'était en formation. J'ai eu la chance de suivre une formation qui s'appelle Nouvelle Voie avec l'Institut de Transition à Lyon, qui est destinée à accompagner les gens qui veulent vivre une évolution professionnelle au service de la transition écologique et solidaire. Et il se trouve que nous avions en intervenant Baptiste Milondo et Yannick Lecomte, qui font partie des cofondateurs et qui nous ont parlé de ce projet dans les cartons qui n'allaient pas tarder à sortir. Et comme parallèlement, comme je disais tout à l'heure, l'aventure d'habitat participatif pour moi se terminait, forcément ça m'a parlé tout de suite. Et là, vous en êtes où ? C'est quoi les prochains jalons de l'aventure copropriétaire ? Qu'est-ce qui s'est dit en réunion, dans la dernière réunion ? Alors Nicolas ? moi, on m'a dit, je vais peut-être faire que bientôt, il y a la SIC qui va officiellement exister, qu'à ce moment-là, on pourra faire des choses. Okay. Pour l'instant, c'est en échange, en discussion, mais voilà, j'ai rien signé parce que ça n'existe pas officiellement, la SIC, la structure qui sera propriétaire à laquelle je vais vendre mon appartement. Donc pour l'instant, on est sur de l'échange, de la discussion, des mises au point. D'accord, mais elle est en cours de création. La prochaine action concrète, c'est de prendre des parts et de se signaler comme étant un futur sociétaire intéressé. Alors soit intéressé parce qu'on veut soutenir l'initiative, soit intéressé parce qu'on a envie d'être un futur habitant ou un futur propriétaire prêt à vendre son logement pour copropriétaire. Donc dès ce soir, on peut signer en disant qu'on est prêt. Et effectivement, ça donne du sens à la création de la SIC qui est prévue pour début 2026. Même peut-être mois de décembre, si je ne dis pas de bêtises. Pour Noël, quoi, peut-être. Voilà, ce sera le cadeau de Noël. Eh bien, écoutez, on est arrivé au terme de nos 20 minutes. Je vous remercie infiniment et puis bonne route pour cette magnifique affaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.